Alors, Istrat, voilà. Istrat, oui. Chers collègues, Monsieur Creux, désolé de notre retard. Nous avons une journée assez chargée sur le sujet, mais je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions qui concernent les relations entre le cabinet Istrat que vous avez créé en 2010 et la société Uber. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consortium international de journalistes d'investigation, l'ICIJ, ont publié ce qui est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes, réservé jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Dans le cadre de ces révélations, il est apparu que la société Istrat a fait publier pour le compte d'Uber 19 articles sur 13 sites d'information différents, allant de Challenge aux Échos en passant par Mediapart ou le Journal du Net entre novembre et décembre 2014. Istrat a aussi fait modifier plusieurs pages Wikipédia en lien avec Uber, mais aussi certaines pages Internet des sites taxis en France. Cette période était évidemment critique pour l'implantation d'Uber, notamment parce que le tribunal de commerce de Paris devait se prononcer sur la légalité du service Uber Pop, qui a par la suite été rendu illégal. Notre commission d'enquête souhaiterait donc vous entendre sur la stratégie de communication que le cabinet Istrat a développée pour la société Uber en 2014, sur le fonctionnement d'un cabinet comme le vôtre, son rôle pour des entreprises, des clients. Plus largement, est-ce que vous pouvez nous préciser la période ou les périodes précises pendant lesquelles Istrat a travaillé pour Uber, nous indiquer si ce type de stratégie de communication était courante à l'époque, s'il est toujours mis en œuvre par le cabinet dans lequel vous travaillez aujourd'hui, par d'autres, pour soutenir la stratégie de lobbying, d'implantation, de communication de certaines entreprises. Et puis, si vous avez un propos sur ce sujet, nous serions évidemment intéressés par votre point de vue sur la nécessité ou non de renforcer les règles encadrant les activités de lobbying en France pour favoriser la transparence, surtout si on compare à d'autres pays étrangers. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes, répondre à ces premières questions et d'entamer l'échange avec la rapporteure et mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci monsieur, je vous laisse la parole. Merci pour votre invitation. Je suis ravi de l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir répondre à toutes vos questions, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'articles de presse sur cette affaire et on y a peu répondu. Je suis un chef d'entreprise responsable. Je n'ai pas l'intention de me défiler. Je suis venu seul, mais avec beaucoup de documents, parce que j'ai fait un peu d'archéologie administrative et commerciale pour ne pas avoir la possibilité de botter en touche ou de me défiler. Je vous ai amené tous les documents. Donc c'est effectivement un contrat qui date d'il y a maintenant 8 ou 9 ans à peu près. Aujourd'hui, peut-être pour vous préciser les choses, moi je dirige un groupe qui s'appelle Avisa Partners, qui est un groupe français, 350 personnes avec des bureaux dans le monde entier. Mais la société Istrat était une activité entrepreneuriale préalable. Il y a eu une forme de continuité, mais dans les faits, ce n'est pas la même société. Et donc, j'ai plus tous les mails de l'époque, j'ai plus, etc. Mais j'ai récupéré suffisamment d'éléments. Donc, effectivement, la société Istrat est aujourd'hui, le terme technique, c'est radiée du registre des commerces du greffe de Paris. Elle a cessé toute commercialisation courant 2015. Je vous expliquerai pourquoi. Et effectivement, nous avons travaillé pour la société Uber entre la fin 2014 et la mi-2015. Nous avons été cités comme une société ayant mis en place une campagne digitale au bénéfice de Uber. Les facteurs médiatiques et politiques aggravants, puisque 90% des articles de presse qui nous citaient nous associent à ça. Olivia Grégoire était l'une de nos anciennes salariées. Je préciserai ses fonctions et je vous préciserai également qu'elle n'était plus salariée au moment des faits.
Je vais revenir en détail sur tous ces sujets. Mais peut-être au préalable, vous donner quelques éléments de contexte sur nos métiers, pourquoi nos clients viennent nous voir et comment ça s'inscrit. Et donc ça nécessite, si vous me le permettez, quelques minutes de repères terminologiques, parce que tout est écrit et tout est dit, mais il y a souvent un peu d'écart. Depuis la campagne présidentielle américaine de 2017 où Trump a été élu, il y a eu la grande mode de caractériser les arguments des uns et des autres de fake news. Cette problématique s'est renforcée avec ce que les uns et les autres disaient sur le Brexit, sur les gilets jaunes, sur le Covid, etc., etc. Ça a bifurqué sur une étude globale de tous les débats de lobbying sur lesquels il y a de l'expression publique des uns et des autres, sur le champ de la désinformation. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas dans un débat public des éléments de déformation. Je vous renvoie au rapport Bronner, de la commission Bronner, qui a précisé un certain nombre de définitions et qui explique que le concept de fake news manque un peu de substance, qu'on a des éléments sur de la mésinformation, sur de la théorie du complot, sur de la communication, sur l'organisation de la communication, sur la manipulation de l'information. Tout ça, ce sont des éléments en fait différents et disparates. Et en creux, tous les éléments sur la désinformation sur lesquels la société Istrat a été lissée, à mon sens, n'ont strictement rien à voir avec le pseudo-complotisme de Trump, tous les sujets russes, etc., etc. Donc il ne faut pas mettre tout dans le même... Il y a des nuances à interpréter, et je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Je vous dirais aussi qu'il y a une nuance à bien avoir en tête, c'est-à-dire que globalement, ce qu'on désigne par les fake news, c'est le fait de créer des fausses informations dans le but de manipuler le débat public. Ce n'est pas le fait de mettre en avant des opinions autour des informations. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent les faits sont commentés, on n'en a pas tous la même interprétation, mais les faits que l'on commente sont avérés exacts. Ce que nous appelons donc en France des informations, fausses informations, etc., c'est de la création de faux chiffres, de fausses histoires, de fausses photos, etc. Le reste, c'est du débat d'idées, et il est assez libre. Et le fait est que sur le monde digital, le travail des agences, ce que nous avons d'ailleurs fait pour Uber à l'époque, c'est faire en sorte que toutes les opinions autour des informations soient bien référencées sur Google. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a le monopole de ce qui est présenté au grand public lorsqu'il fait une recherche sur Internet, c'est Google. Et notre travail, c'est de faire en sorte que voilà, quand vous vous renseignez sur un sujet, il ne faut pas que vous tombiez que sur un type d'information par rapport à l'autre. Un type d'opinion, pardon, par rapport à l'autre. Les informations, on n'y touche pas. Et notre métier à l'époque, c'est ce qu'on appelle du référencement naturel. En anglais, ça s'appelle Search Engine Optimization, c'est du SEO. C'est un marché colossal. Il faut que vous ayez en tête que ça représente 75 milliards de dollars en 2022 aux US. On projette jusqu'à 200 milliards. Il y a plus de 200 agences de SEO, de référencement naturel à Paris, rien qu'à Paris. C'est une pratique technique et commune. Et la société civile s'est organisée pour contester le monopole de ce que Google choisit de nous présenter quand on fait une recherche sur Internet, justement avec ce sujet-là. Et pour Uber, l'équipe d'Istrat qui comptait à l'époque une dizaine de salariés environ, dont moi-même, j'avais alors 27 ans, on a produit une grosse dizaine de contenus, peut-être une vingtaine, vous avez cité, on n'a plus, nous, les traces, mais c'est ces éléments-là. Optimisé techniquement, c'est-à-dire écrit pour être en bonne position sur Google. Et on a assuré la mise en ligne sur les différentes plateformes. Ces contenus reprenaient évidemment des arguments très favorables à Google, je dirais même militants, dans un double contexte. J'ai dit quoi ? Uber, pardon. Donc ces contenus étaient des arguments en faveur d'Uber. Et c'était dans un double contexte, évidemment, au moment, et vous l'étudiez en ce moment dans votre commission, où son activité était contestée en France et où vous avez besoin de s'en défendre, mais aussi à un moment où peu de gens savaient ce qu'était Uber. Pour la petite anecdote, le premier mail dans ma boîte mail sur Uber, ça s'écrit H-U-B-E-R-T comme le prénom. Personne ne connaissait et avait l'impression d'être sur un sujet au moment où nous on a démarré la réflexion sensible ou avec un caractère particulier. Voilà. Donc notre mission, c'était faire en sorte que Google référence au mieux les éléments qui étaient favorables à Uber, afin que toutes les personnes qui souhaitaient se renseigner sur le sujet puissent aussi avoir accès aux arguments d'Uber par le biais digital. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que on a piloté et optimisé la communication de Uber
on est loin de ce que j'ai lu dans la presse, de la manipulation de l'information. C'est-à-dire que nous n'avons pas créé de fausses informations, nous n'avons pas diffusé de faux chiffres, de faux éléments de cette nature-là. Et la seule chose que nous avons essayé d'optimiser, c'est les résultats de recherche sur Google. Donc à moins de considérer que quelque chose qui est d'ailleurs à un but commercial, de favoriser des contenus parfois outranciers, parfois même commerciaux, hein, voilà, on n'a pas vraiment touché aux sacro-saints. Je vous dis aussi que le métier qu'Istrat faisait, le SEO, le Search Engine Optimization, le référencement naturel, est un métier que Google lui-même reconnaît et admet dans sa manière de travailler avec les différentes agences dans le monde. Ils éditent régulièrement des guides de bonnes pratiques, de comment faire pour faire remonter des contenus, etc. Leurs ingénieurs dialoguent avec la communauté dont nous avons fait partie pendant un certain nombre d'années, avec les médias, avec les commerçants en ligne, mais aussi les régulateurs américains sur la manière dont ils font pour faire remonter des contenus. C'est une précision importante parce que parfois ça donne le sentiment, lorsqu'on parle de nos métiers, d'un métier de l'ombre, d'un métier qui bidouille. En fait, c'est une industrie, c'est un monde d'ingénieurs, c'est un monde très structuré. Par ailleurs, je finirai ces toutes premières remarques en vous indiquant de manière introductive que nous sommes intervenus à l'époque sur la recommandation d'un associé d'une agence de communication parisienne, tout à fait établie à l'époque, qui est aujourd'hui associé du cabinet Primatis Conseil, qui gérait il y a toujours les mêmes équipes, personne n'a changé, et qui gérait à l'époque l'ensemble de la communication d'Uber. Pourquoi je vous précise ça? Parce que nos travaux s'inscrivaient plus dans le champ technique de la communication, même si ça fait partie de la considération dont Uber voulait être perçu en France, ça fait partie peut-être de votre champ d'enquête, mais nous n'avions absolument pas d'autres interlocuteurs, nous n'étions pas en charge de la coordination du lobbying, nous n'avons pas travaillé sur les sujets parlementaires, nous n'avons pas rédigé d'amendements, nous n'avons pas rédigé même des éléments de langage. On avait un travail en chambre. J'ai découvert un certain nombre de conseils d'Uber parmi les invités de votre commission, des gens que je n'ai pas fréquentés. On était un pas en retrait, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que j'assume tout à fait ce qu'on a fait, je revendique les actions et je vais répondre à toutes vos questions, mais on avait un léger pas de recul et on était un peu les petits jeunes en charge de la dimension technique et nous n'étions pas associés aux discussions stratégiques à l'époque. Je suis venu avec 4 éléments et vous m'orienterez sur où vous voulez que j'aille en priorité par rapport à votre temps. Mais d'abord, qui est Istrat? Qu'était cette société? Comment on fonctionnait? Je peux vous présenter l'entreprise de l'époque. Qu'est-ce qu'on faisait sur le contrat Uber techniquement? L'objet de notre mission, pourquoi on a été sollicité, combien on a été payé, quels ont été les livrables, etc. Si ça vous intéresse, puisque ça a été un point d'attention médiatique, peut-être même politique, le rôle d'Olivia là-dedans, qui était une de nos anciennes salariées. Et enfin, je suis aussi tout à fait disponible pour vous proposer, du point de vue du professionnel, quelques pistes d'amélioration, notamment parce que j'ai aujourd'hui une activité parallèle internationale, et je sais comment ça fonctionne, notamment aux États-Unis et en Belgique, par rapport à ce qui se passe en France, et j'ai quelques retours d'expérience peut-être à vous partager. Voilà un peu le... Je commence par ce que vous voulez. Merci, Monsieur Creux. Je pense que la rapporteure et moi-même serons essentiellement intéressés par le deuxième point, c'est-à-dire vos relations avec Uber, le type d'activité, le type de contrat. Juste pour clarifier, donc si je comprends bien, il y a un peu deux activités, c'est-à-dire que vous avez une activité technique qui est d'améliorer le référencement de contenu favorable sur Google, donc de faire de la e-réputation. Exactement. Et une activité de contenu où vous êtes vous-même à l'origine de production de contenu, c'est-à-dire d'écriture d'articles favorables, des op-ed, des articles d'opinion en fait assez classiques, qui s'appuient sur des faits, sur de l'information, mais qui sont des articles d'opinion favorables, qu'après vous allez, donc vous allez vous-même pitcher des revues pour dire, voilà, on a tel expert par exemple qui voudrait écrire sur ce sujet pour promouvoir Uber, comment ça marche? Alors il y a deux questions sur le contrat Uber et sur ce qu'on faisait. Juste pour répondre rapidement à votre deuxième question, pour que vous compreniez ensuite pourquoi le contrat Uber s'est construit comme ça, c'est en fait le même métier, les deux activités. Il s'agit de produire du contenu, d'en obtenir sa publication, un contenu qui est optimisé pour faire en sorte qu'il puisse remonter dans le flux d'abord des nouvelles informations qui sont publiées, pour pouvoir élargir le stock d'informations disponibles sur Google et ensuite vérifier que le tri se fasse dans un ordre souhaité. Donc on ne peut pas faire de la e-réputation sans obtenir de la publication de contenu. Et obtenir de la publication de contenu dans l'absolu, c'est le métier des agences de relations
presse, elles vont le faire sur Le Monde, sur Le Figaro, sur BFM TV, etc., ce qui n'est pas notre métier. Nous, on était plutôt sur la partie très contributive, très technique du web. Voilà à peu près je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça vous donne un premier aperçu. Alors, sur le contrat Uber lui-même, donc j'ai plus aucun salarié qui travaille avec moi, donc j'ai plus les mails exactement, donc je me base que sur les échanges que j'ai dans ma propre boîte mail. Je suis le seul témoin numérique d'une certaine manière de l'époque. Mais j'ai une bonne mémoire et je vais essayer d'être très clair. Dans l'ordre chronologique, donc on a été contacté par un monsieur qui s'appelle Hugues Schmidt, qui était leur directeur de la communication externalisée dans une agence. Il travaille aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, chez Primatis Conseil. Il a les mêmes équipes et les mêmes associés qu'à l'époque. Ça n'a pas changé, même si le temps est passé. Il nous a demandé de rentrer en contact avec un de ses clients, Uber. Il m'a prévenu que le client allait faire l'objet d'une décision judiciaire potentiellement difficile pour eux, et potentiellement négative, et que les médias commençaient à s'intéresser à cette entreprise, notamment parce que les taxis parisiens se mobilisaient évidemment contre leur business model. Une réunion a donc eu lieu à peu près vers j'ai plus mes agendas, mais c'est vers le 10 novembre 2014. J'ai rencontré à l'occasion de cette réunion M. Thibaut Saint-Phal, qui était le chef d'Uber en France, Pierre-Dimitri Gorcotti, qui était son directeur adjoint ou directeur des affaires publiques, je ne connais pas le titre exact, qui travaillait avec lui. Cette première réunion, elle a eu lieu au siège d'Uber en France, à Paris, en présence de Hugues Schmidt. Ils m'ont demandé s'il était possible de protéger l'image en ligne de Uber, donc qui était très agressée, d'après eux, par les militants anti-Uber. Ils voulaient pouvoir rassurer leurs clients dans un marché B2C. Et ils voulaient essayer de convaincre les Parisiens et les Franciliens qu'il fallait utiliser leur service, qu'il y avait un caractère de légalité, même s'il y avait énormément de menaces au fait que ce soit illégal. Ils m'ont aussi expliqué qu'il faudrait expliquer cette éventuelle décision de justice si elle tombait. Elle concernait, je crois, à me souvenir, que Uber Pop et pas tout le reste du service Uber, mais il faudrait refaire un peu plus de recherche pour être plus précis. Et ils étaient vraiment dans comment faire pour faire en sorte que ceux qui se renseignent par curiosité sur nous tombent sur des éléments plutôt positifs et rassurants, et ceux qui entendent parler du caractère illicite n'aient pas l'impression d'être des voyous ou de devoir se cacher lorsqu'ils montent dans un taxi, enfin pas un taxi justement, mais un Uber. On m'a alors demandé de faire deux choses. La première chose, c'était de les aider à faire connaître une pétition en ligne qu'ils ont voulu monter et revendiquer en leur nom, pour montrer le soutien populaire dont bénéficiait leur application. C'était une app, iPhone, etc. Et pouvoir faire en sorte que les résultats de Google liés à Uber n'allaient pas rester prisonniers du débat politique et judiciaire. Dans les faits, on n'a pas vraiment participé au lancement de leur pétition en ligne. Je crois qu'on a dû faire une proposition ou deux pour les aider à améliorer le texte, mais en fait, on n'a pas du tout ouvert la collaboration là-dessus. Et après quelques allers-retours, on n'en a plus jamais entendu parler. Je n'ai pas trouvé de trace que finalement il l'ait lancé, ou enfin, j'ai pas d'informations là-dessus. Et on a ensuite accepté de diffuser sur le web leurs arguments. Donc ils nous ont envoyé des éléments de langage, soit via leur agence, soit en direct, qu'ils avaient préparés eux-mêmes, et que nous faisions donc publier. On n'a jamais pris part à la rédaction de ces arguments. On les recevait presque bruts. Notre métier n'était pas de les challenger ou de les optimiser ou quoi que ce soit. Mais parce qu'on n'était pas des communicants, on n'était pas des juristes, on n'était pas des lobbyistes, enfin, c'était pas notre métier. On restait dans notre case référencement naturel et spécialiste du digital. Je qualifierais les éléments de langage qu'ils nous ont donnés par rapport à la moyenne de nos clients de très bonne qualité. C'est-à-dire que nous avons des clients, ils nous donnent un post-it, 3 arguments et puis débrouillez-vous avec. On a des clients, ils nous assomment sous des thèses et des choses qu'on ne peut pas digérer. Eux, c'était très structuré, très formaté, très professionnel. Et notre travail a consisté à rendre ces éléments de langage accessibles par l'intermédiaire d'OPED, qui est le terme technique dont vous parliez, c'est-à-dire des publications qui pouvaient être mises en ligne sur les réseaux sociaux, qui pouvaient être mises en ligne sur les médias via leur participation, via leur espace contributif. En préparant l'audition, donc je me suis replongé dans les contenus qui ont été publiés par les médias, qui nous permettent de revoir. Alors la plupart en fait sont plus en ligne, mais il s'agissait d'une petite dizaine, quinzaine, vous avez cité un chiffre tout à l'heure peut-être, qui rappelait le contexte d'Uber,
qui exposait un point de vue clairement favorable à Uber, on n'était pas payé pour dire le contraire, voire même engagé, mais qui était factuellement, et même en le relisant aujourd'hui, plutôt exact dans les faits, puisqu'on était sur un sujet assez économique ou pas. Après, on peut ne pas partager les conclusions d'Uber quant à la solution qu'ils apportaient, mais voilà. Sur le plan contractuel, donc, on a eu deux parties de mission. C'était une mission globale à cheval entre novembre 2014 et juin 2015. Donc en 2014, on a facturé 12 750 € hors taxe à Uber, entre la mi-novembre et début décembre. Donc à l'époque, le chiffre d'affaires de notre société était d'environ 1,2 million d'euros sur cette année-là. Donc pour la petite anecdote, c'était le plus petit client de l'année. C'est mineur. On s'est interrompu en gros pendant les fêtes, les trêves des confiseurs. On a repris fin janvier ou début février, en 2015. Et la dernière facture que nous avons retrouvée dans la comptabilité date du mois de juin 2015. Nous n'avons plus jamais travaillé pour eux après, ces 10 dernières années. Enfin, j'ai jamais eu de nouveaux contacts avec ces gens, leurs lobbies, même leurs associations professionnelles, etc. Et cette année-là, en 2015, le client avait représenté sur les 5 mois d'activité 42 500 € sur un chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros. Donc on est vraiment sur de notre point de vue, un petit dossier, sans caractère de sensibilité. Néanmoins, à partir de 2015, là, c'était un dossier de place. C'est-à-dire que vous aviez énormément de gens qui vous parlaient d'Uber. C'était devenu le blocage des taxis, etc. Personne ne pouvait ignorer la sensibilité du sujet. Voilà pour les éléments très, très précis dont je dispose. C'est très clair, merci. J'ai une petite question, mais en fait vous y avez un peu déjà répondu, puis après je passerai à la rapporteure. À la fois pour votre cabinet, mais pour votre entreprise, mais en général dans ce que vous avez vu de ce marché, que vous connaissez bien maintenant, puisque vous évoluez depuis une dizaine d'années, est-ce que les pratiques d'Uber sont inhabituelles comparées à des concurrents ou d'autres entreprises françaises ou internationales? Est-ce qu'elles sont plus agressives aussi, à la fois dans le ton, dans la quantité? Vous y avez répondu pour votre entreprise, mais dans ce que vous voyez de ce secteur, en fait, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent ou que vous trouvez inhabituelles? On sentait chez eux une exaltation. C'était des gens qui avaient, et je le dis positivement, après on peut le critiquer, mais on avait en face de nous des militants de leur propre entreprise. C'est assez rare en fait. Vous trouvez jamais vous trouvez des chefs d'entreprise qui sont militants de leur propre cause, qui veulent tout casser, etc. Mais vous trouvez rarement des salariés. Et en fait, là on était sur des salariés d'une filiale étrangère à un groupe américain. Et ils étaient exaltés. Il y avait un militantisme, ils avaient une forme de volonté, enfin, ils avaient une cause. Donc ça, c'est une première spécificité. C'est assez rare, en fait. Normalement, nous, on travaille avec essentiellement, à cette époque-là, des directions de la communication. C'est des gens qui sont soit dans la stratégie, ce sont des intellectuels, soit dans l'exécution, soit les deux à la fois, mais c'est réfléchi, c'est structuré, il y a peu d'empressement. Le temps moyen et le temps long sont plutôt les coups qu'ils jouent. Là, on avait l'impression que c'était en permanence la communication de crise, mais c'était leur modèle. C'est-à-dire, en gros, c'était extrêmement professionnel. La qualité des éléments de langage, je l'ai dit en passant, est rare. C'est-à-dire que ça nécessite un travail très structuré, très réfléchi, très préparé. Ils avançaient très rapidement. Quand on leur envoyait un mail à 16h15, à 16h22, on avait une réponse. Oui, c'était une approche très particulière. Enfin, c'était une ambiance particulière, plus qu'une méthode particulière. La méthode, ils avaient des agences extrêmement classiques. Vous avez reçu, je crois, les gens de FIPRA. Je crois qu'ils travaillaient avec Havas, ils travaillaient avec DGM Conseil. C'était classique. Oui, il n'y avait pas de. J'ai pas ressenti quelque chose de différent en termes d'outils, mais de différent en termes d'ambiance. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Par contre, je sentais des gens qui étaient, on le voit avec les yeux d'aujourd'hui, mais on ne sentait pas un client qui avait envie de transgresser les règles. Même si aujourd'hui, on pourrait vous faire une autre lecture, on sentait des gens qui avaient envie d'innover. Enfin, c'était plus positif, ils le vivaient positivement.
en tout cas pour la partie français, des Français que je connais. J'entends et j'ai lu comme vous, et je suis peut-être moins, j'ai moins creusé que votre commission, mais je vous fais état d'une impression de l'époque. On avait l'impression de défendre, c'était pas la French Tech, mais une forme de nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bien. Alors on est quand même dans un... Pardon. Voilà. On est dans un contexte bien particulier parce qu'à ce moment-là, on est vraiment dans un très gros conflit taxi VTC Uber. Uber, pour son appli Uber Pop, est poursuivi. La condamnation va bientôt tomber. Et on est sur une stratégie extrêmement agressive de la part d'Uber. Les Uber Files mettent en évidence qu'il y avait vraiment des opérations, une volonté de mettre en place des opérations de manipulation du débat public, et que c'est l'objet de la commande qui vous est faite, puisqu'il s'agit quand même, c'est ce que révèlent les Uber Files, que votre société va publier pour le compte d'Uber 19 articles sur 13 sites d'information différents. Ça va de Challenge aux Échos, en passant par Mediapart, le Journal du Net, enfin bref, j'en passe. Et qu'à chaque fois, c'est des articles publiés sous des fausses identités, sauf une fois, qui relayent les messages d'Uber. Et les messages d'Uber, c'est quoi? C'est à la fois du taxi bashing, qui serait trop cher, qui serait une profession sclérosée, corporatiste, privilégiée, allergique à la concurrence. Donc il faut absolument dénigrer le concurrent pour façonner les opinions et pousser un rapport à la consommation de services, pousser une clientèle à abandonner le taxi pour aller directement sur Uber. Donc, et on est dans un moment où on sait que dans le débat public, le gouvernement de l'époque, mis à part le ministre de Bercy, n'est pas favorable au modèle Uber. Donc c'est quand même dans ce contexte-là que la commande qui vous est faite intervient pour voilà, casser l'image du taxi, valoriser l'image d'Uber. Est-ce que vous confirmez le nombre d'articles qui est mis dans les Uber Files, quand ils disent 19 articles sur 13 sites différents? Vous nous avez pas précisé ou j'ai pas noté, parce qu'en même temps je dois regarder dans la séance en cours à quel moment je dois retourner en courant dans l'hémicycle. Vous avez précisé le montant pour la fin 2014, mais pour juin 2015, pour la période de janvier à juin 2015, je n'ai apparemment pas noté. Donc je veux bien. Combien? 42 000 en tout, vous avez dit? 42 500. 42 500. Avez-vous connaissance, puisque vous terminez à partir de juin 2015, vous terminez votre contrat avec Uber, avez-vous connaissance d'autres entreprises équivalentes à la vôtre qui poursuivent cette même bataille par médias interposés pour manipuler l'information, modifier et peser à la fois sur les décisions de justice et sur les décisions politiques? Est-ce que vous avez connaissance d'autres acteurs? Et déjà, je vais m'arrêter là et j'ai deux autres questions. Donc le montant, c'est 42 500 € sur la deuxième partie. Donc on est sur deux montants, l'un de 12 750 et l'autre de 42 500. Voilà, et donc c'est deux périodes, en gros de la mi-novembre à la mi-décembre, et c'est de la toute fin janvier ou début février jusqu'à fin juin 2015. Je réponds d'ailleurs tout de suite que je n'ai pas connaissance de ce qui s'est passé après. Je ne sais pas si nous avons été remplacés, je ne sais pas si ils ont poursuivi une démarche digitale, que ce soit en France ou à l'étranger, je n'ai pas d'informations. Sur les articles, vous m'avez interrogé sur le volume, c'est sûrement à peu près le volume, je n'ai pas de trace, moi, en fait, du livrable définitif de l'époque, mais c'est, vu la période et vu ce qu'on faisait à l'époque, c'est tout à fait, je ne dément pas les ordres d'idées des journalistes qui, de toute façon, n'ont pas inventé ces informations dans l'absolu. Il est extrêmement difficile de trouver les articles en question, puisqu'en fait, ils ont soit été supprimés, les plateformes ont changé, donc j'ai beaucoup de mal, d'autant plus que je n'étais pas dans l'équipe éditoriale, à pouvoir vous en commenter ce qui n'a pas été sorti par les journalistes.
Pour ce qui est sorti, effectivement, il y a des confusions qui sont faites, c'est-à-dire que d'abord, on a sollicité comme des relations presse digitale des gens de nos entourages qu'on connaissait et qui acceptaient, parce qu'il existait à l'époque évidemment des grands soutiens d'Uber, qui acceptaient de faire leur les arguments d'Uber parce qu'ils y adhéraient également. Donc nous, on avait un objectif de conviction et eux, ils rédigeaient des contenus qu'ensuite on soumettait aux plateformes. La qualité et la véracité de l'ensemble des éléments qu'on a publiés n'a jamais été remise en cause. Jamais. Les médias qui ont choisi de les publier l'ont fait en toute liberté, en toute forme de responsabilité. À ma connaissance, ils n'ont reçu jamais aucun droit de réponse. On n'a jamais été critiqué, ça ne nous est jamais arrivé de notre vie, même pas que sur ce dossier, sur d'autres. Et il y a un cadre légal pour le faire, c'est-à-dire que en termes de droit de la presse, la liberté d'expression est évidemment garantie sur tout support, sans la limiter aux journalistes, c'est-à-dire qu'on a le droit de s'exprimer si on le souhaite, même en étant une entreprise. Si un média ne juge pas pertinent de publier un contenu, il a le droit de ne pas publier ou de le retirer, et d'ailleurs sans en informer son auteur. Et un tiers en désaccord peut attaquer un article qu'il mériterait. Bon, ça n'a pas été le cas. D'autre part, sur le SEO, les guidelines de Google sont aussi sujets à des sanctions si on ne respecte pas un certain nombre de règles digitales, techniques, etc. Il y a ce qu'on appelle le black SEO, c'est vraiment les pirates ou les hackings du référencement naturel. On n'a jamais été contacté par Google, on ne s'est jamais mis en situation d'infraction. Donc aucun site ni nous-mêmes n'avons cherché à tricher ou quoi que ce soit. J'ajoute que nous sommes convaincus, et je le reste encore aujourd'hui, qu'il est légitime qu'une entreprise puisse essayer de faire valoir ses arguments dans le débat public. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment parce qu'il faut se remettre dans le contexte à l'époque, quand vous tapiez Uber sur Google, c'était extrêmement agressif à leur égard. Il y avait beaucoup plus d'adversaires anti-Uber qui étaient révoltés parce qu'ils avaient un business model en jeu, ils avaient des situations artisanales personnelles comme les taxis en jeu, et ainsi de suite. Et donc on a simplement essayé de détendre un peu le cas. Vous avez reçu d'ailleurs des journalistes qui ont commenté nos actions, qui vous ont dit qu'on avait eu un aspect que technique, que notre rôle fut marginal. Je pense que notre impact également. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre mission n'a pas duré, parce qu'en fait, on était dans un... Je crois que nous, notre société, elle a un impact à la fin des grands débats, quand il s'agit de mettre des actions correctrices, par exemple après un procès. Vous avez classiquement des gens qui peuvent être mis en examen, qui peuvent être condamnés, etc. Et puis, sur un appel, une fois qu'ils sont blanchis, il ne se passe plus rien. On intervient dans ces moments-là, de manière corrective, pour que la conclusion du procès qui leur est favorable soit au moins autant visible que le fait qu'ils ont eu un procès. C'est 80% des cas sur lesquels on travaille. Et sur Uber, il y avait tellement d'actualités qu'on ne servait plus à rien en fait. Enfin, Monsieur Creux, vos articles, quand ils étaient signés sous des faux noms, que pour ces faux noms, parfois vous les accompagnez de faux profils, allant jusqu'à créer des faux profils sur, je ne sais jamais prononcer, LinkedIn. Comment on prononce? C'est comme ça qu'on prononce? Ouais, LinkedIn. C'est bien pour faire croire à un vrai article avec un vrai journaliste à la clé. Donc là, la manipulation de l'information, elle est totale, y compris la manipulation du média qui va accueillir cet article, même si sa responsabilité ne saurait être exonérée. Mais néanmoins, quand on va jusqu'à faire des faux profils sur les réseaux sociaux pour que l'auteur semble exister, avoir une existence propre alors qu'il est fictif, on est quand même pas simplement sur la transmission des arguments d'Uber, quoi. On est quand même sur une opération pour faire croire à un vrai travail journalistique pour façonner l'opinion tel que le souhaite le client. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que c'est pas ce qu'on a fait. C'est-à-dire que nous n'avons pas créé de l'usurpation d'identité. On n'a pas pris l'identité de quelqu'un, on n'a pas créé des profils LinkedIn pour dire que ces gens-là existaient. Ça, c'est ce qui a été publié dans la presse, ce n'est pas le cas. Ça a été repris par Mediapart. Nous avons porté plainte en diffamation. Je me battrai jusqu'au bout pour défendre l'honorabilité de mes collaborateurs et du travail qui a été réalisé. Donc il y a un calendrier judiciaire qui verra cela être jugé fin 2023 ou 2024, ces éléments-là. Mais nous n'avons pas usurpé l'identité de quiconque. De toute façon, si c'était le cas, les gens se seraient présentés. Nous n'avons pas... je pense que ça vient du fait que une plume avec laquelle on travaille a expliqué qu'il avait travaillé chez nous pour faire des faux articles.
mais qui est une expression un peu journalistique, parce qu'en fait, c'était beaucoup du ghostwriting, c'est-à-dire qu'il écrivait pour compte 2 tiers. Ces gens-là signaient des articles qu'ils n'avaient pas écrits eux-mêmes, mais comme un parlementaire ou un ministre peut faire écrire un discours, c'est exactement la même chose. Il endossait réellement ce qui se passait. Et il y a une deuxième confusion avec le pseudonymat, que nous pouvons utiliser sur un certain nombre de médias en ligne, au moins ce qui se faisait il y a 15 ans. Et le pseudonymat n'est pas interdit sur Internet. On peut en discuter. Et je pense que ça fait partie des points. Je reviendrai sur quelques pistes d'amélioration que j'ai à vous proposer, sur lesquelles on peut en discuter. Mais quand vous créez Didou28, personne ne se dit que Didou28 existe. Et les médias, notre travail était fait pour être visible. Donc on ne se cachait pas, ni dans les pratiques, ni sur le plan contractuel, ni auprès des médias, auprès de qui on soumettait des contenus. On n'a jamais cherché à se cacher. Effectivement, tout le monde derrière a l'impression de dire « Ah mais en fait, il crée des faux profils ». Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc c'est ce que je tiens à dire devant votre commission. Alors là, vous m'en excuserez, parce que je vais vous poser une question et je n'écouterai pas la réponse, mais je pourrai l'écouter filmée a posteriori. 2 choses. Votre société s'est aussi penchée beaucoup sur les pages Wikipédia en lien avec Uber. Vous êtes d'ailleurs vanté d'avoir obtenu les suppressions de chapitres concernant des interdictions controverses, guerre des prix concernant Uber. L'ajout aussi d'un historique chronologique pour diluer un peu les informations pour diluer un peu les informations négatives. Vous avez aussi procédé à des changements sur la page Taxi en France pour supprimer notamment l'information selon laquelle les services de VTC proposent du covoiturage seraient illégaux, donc tout ce qui concernait aussi Uber Pop. Donc vous avez quand même opéré cela. Concernant juste une question sur Olivia Grégoire, donc je ne comprends pas pourquoi comment vous pouvez expliquer que le 23 avril 2014, Olivier Grégoire, qui était directrice adjointe d'Istrat, a pu poster le tweet suivant: 20 € offerts sur votre première course Uber, plus que quelques heures pour vous inscrire avec mon code. Quel était donc le partenariat mis en place entre Uber et le cabinet Istrat à ce moment-là, alors que vous dites que c'est dans la période fin 2014 jusqu'à mi-2015 que le contrat est opéré avec Uber. Or, y a-t-il un autre partenariat qui ne vous concernait pas, mais qui concernait Olivia Grégoire à ce moment-là, ou est-ce qu'elle a fait toute seule, par sa propre initiative, de la promo pour Uber, sans que cela puisse avoir aucun lien avec le fait que le cabinet Istrat passe commande par la suite auprès de votre entreprise? Vous comprendrez que cela puisse nous interroger très fortement. Monsieur Creux, je vais vous laisser répondre. On va laisser parler et voter la rapporteure. Et puis après, on mettra fin à l'audition. Je vous réponds donc sur Wikipédia et sur Olivia, dans le sens que vous souhaitez, peut-être dans l'ordre des questions. Sur Wikipédia, donc c'est un travail qui se fait dans le cadre d'une mission d'e-réputation classique. Par nature, quand vous regardez sur Google les résultats qui apparaissent sur n'importe qui, y compris vous, parlementaires, le premier résultat qui en sort est souvent Wikipédia, ou le deuxième ou le troisième. Et donc ça fait partie de notre métier de pouvoir regarder. Notre approche, elle est assez simple. On conseille à nos clients, lorsqu'ils nous interrogent sur les interactions qu'ils doivent avoir avec Wikipédia, on les conseille de le faire dans les règles de l'art. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est technique, etc. Mais dans les faits, on leur préconise de le faire en totale entente avec la communauté. On a un travail de conviction à faire avec les gens qui participent à cette encyclopédie en ligne. Il s'agit simplement de leur présenter des éléments et ça peut très bien se passer. Les entreprises et les personnes vivantes qui se sentent obligées de surveiller leur propre page avec le sentiment de subir un peu ce qui est écrit dessus parfois, parce qu'ils n'ont pas fait le choix d'y apparaître, d'être dessus, c'est un péché un peu originel. Hein. Même le fondateur de Wikipédia a été accusé d'avoir modifié sa propre page. Mais c'est vital pour les entreprises pour des questions d'image, parce que c'est l'endroit, et je ne vous fais pas de découverte en vous disant ça, mais c'est l'endroit où par définition les choses se passent. Moi j'ai regardé le rapport qui d'ailleurs est dans les mains de la presse et du lanceur d'alerte. Même 10 ou 12 ans plus tard, on voit quoi? On voit qu'on l'a fait faire par des gens expérimentés sur Wikipédia. C'est pas des comptes d'agence créés la semaine d'avant sous faux nom et sous pseudo. On voit que les propositions de modification qu'on a souhaité proposer ont été systématiquement acceptées à l'époque.
On voit qu'elles étaient de qualité neutre, c'est-à-dire que, contrairement à ce que Madame la rapporteure pouvait peut-être sous-entendre, on n'a jamais été agressif, on n'a jamais été anti-taxi. On a touché aux pages sur les taxis sur lesquels il y avait des éléments sur Uber. Mais on était plutôt dans une neutralisation, c'est le terme technique sur Wikipédia, plutôt que sur un effacement, sur une agression ou quoi que ce soit. Et de toute façon, si c'est ce qu'ils nous avaient demandé, je vous le dis tout de suite, on ne l'aurait pas fait. Donc dans le sens inverse. Et puis même pour une raison presque, au-delà de la raison éthique, sur une raison presque cynique, c'est strictement impossible. C'est-à-dire que vous avez en face une communauté très vive de Wikipédiens qui surveillent ce qui s'y passe et qui ne laissent pas passer les productions d'agences ou de cabinets d'influence ou quoi que ce soit. Et même si on avait voulu le faire et qu'on avait dépassé toutes les limites, de toute façon, on avait aussi les militants des taxis en face qui auraient effacé. Enfin oui, c'est une sorte de guerre de position à somme nulle assez rapidement. Donc les modifications qui ont été sollicitées par notre cabinet, j'espère dans le respect des règles de l'époque de Wikipédia, étaient vraiment peut-être symboliquement visibles, mais assez neutres sur le plan, quand on regarde l'historique. Je transmettrai à votre commission, mais c'est dans la presse. Mais je vous redonnerai les éléments, les bras en tombent d'une certaine manière, il n'y a pas de sujet, je sais même plus pourquoi on nous a demandé de le faire, tellement c'est basique d'une certaine manière. Sur Olivia, alors j'ai tous les éléments, j'ai récupéré toutes les dates, comme ça il n'y a plus de suspense. Donc moi j'ai fait la connaissance d'Olivia via une agence de communication avec laquelle je travaillais à l'époque. Son profil m'avait été recommandé en octobre 2012, lorsqu'on cherchait à recruter des gens d'expérience dans le monde de la communication. Monde dans lequel on n'avait, nous, aucune expérience. On était plutôt des gens du digital. Mais on était, comme je vous l'ai dit, sous-traitants des autres agences de communication. Donc il fallait à un moment donné pouvoir créer du lien entre le type de clientèle que nous avions et l'expertise que nous proposions. Son CV, à l'époque, nous semblait tout à fait correspondre à nos recherches, puisqu'elle était une ancienne chargée de mission du service d'information du gouvernement, le SIG. Elle avait travaillé en cabinet ministériel au ministère de la Santé comme chargée de la communication. Elle était passée par des agences comme DDB du réseau Omnicom, W et compagnie, qui est une agence du groupe Havas. Elle était ensuite devenue directrice de la com et du développement durable de l'entreprise Veralia, ça c'est de notoriété publique, avant de devenir directrice de la communication de Etalab, une agence gouvernementale en charge de l'open data. Et elle était par ailleurs professeure en communication d'entreprise et d'agence à l'Institut catholique de Paris. Donc on a échangé par mail en novembre 2012. On s'est rencontrés pour la première fois, j'ai retrouvé mes agendas, le 14 décembre 2012 au siège de Istrat. Après plusieurs réunions, donc on a proposé à Olivia de rejoindre notre équipe en février 2013. Et elle nous a finalement rejoint comme salariée à compter du 1er avril 2013, avec fonction de directrice du développement, par rapport à son contrat de travail, et de toute façon son contrat de travail corrélé avec ce qu'elle faisait, avec l'objectif de nous faire connaître les agences de communication qu'elle connaissait, qui devenaient éventuellement nos clients, car nous étions leurs sous-traitants techniques. On a travaillé avec elle sur la communication de certains artistes, quelques PME dans le secteur de la santé, et on a organisé un très grand voyage de prospection à Bruxelles avec elle. Ça n'a pas finalement donné de bons résultats commerciaux, et on a décidé de se séparer en bonne entente. On était à l'époque, il faut remettre dans le contexte, une entreprise d'une dizaine de salariés, tous assez jeunes. On n'avait pas d'autres perspectives à lui proposer. Et donc on a mis fin à notre collaboration par rupture conventionnelle un an plus tard. On a eu un premier entretien en vue de réfléchir à une séparation le 1er avril 2014, puis un second le 8 avril 2014. Et son contrat, conformément aux dispositions légales, fut terminé le 23 mai 2014. Donc elle a été salariée du 1er avril 2013 au 23 mai 2014. À l'époque, autant que pour ma part je puisse m'en souvenir, mais j'ai partagé son bureau presque un an, donc je la connaissais assez bien, elle n'était pas du tout affichée ou identifiée dans le monde public et politique. Elle avait eu, je crois, une jeunesse encartée dans un parti libéral, mais elle n'était pas du tout... évidemment dans la Macronie, qui n'existait pas. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de la société civile et c'était une spécialiste de la communication. Elle n'avait donc aucune dimension politique avant de devenir députée en 2017. Elle est, à ma connaissance, jamais intervenue ni de près ni de loin dans le dossier Uber, a fortiori pas avec nous, Istrat, parce qu'on a signé ce contrat, elle est partie en avril, on les a vus en novembre, donc il s'est passé quand même un laps de temps. Et de toute manière, nous, on n'avait aucun rôle en matière de relations publiques, de lobbying,
On n'était pas du tout lié au ministre de l'époque de l'économie. Enfin, c'était pas du tout nos sujets. Je connais la liste donc maintenant des agences de communication et des sous-traitants en termes d'affaires publiques. C'était pas des gens avec qui on travaillait non plus. Vous avez reçu FIPRA, je crois. Moi, j'ai jamais eu de collaboration avec eux, hein, ni avant, ni maintenant, ni pendant. Enfin, j'ai pas de relation. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup d'éclairage à vous apporter sur le rôle d'Olivia éventuel en lien avec Uber, parce que j'ai pas du tout eu d'interaction sur ce sujet. Je précise une chose, c'est que quand vous vous inscriviez sur Uber à l'époque, si vous faisiez la promotion d'Uber sur les réseaux sociaux et que vous parrainiez les uns et les autres, vous aviez vous-même des réductions sur vos propres courses. Donc vu qu'elle est parisienne, ça se trouve, elle a juste fait ça. Hein. On en est peut-être là. Hein. Mais je n'ai aucune... c'est une supputation. Je ne suis pas du tout dans le... Bon, en tout cas, comme vous dites, elle ne travaille pas sur le dossier non, Uber pas du chez tout. vous, ni de près, ni de loin. Non, elle était partie 8 mois avant, Bon, oui. ou 7 mois avant. Et à titre personnel, après elle a monté son agence de communication, moi je ne l'ai jamais revue en fait. Je l'ai vue à la télé, quoi. Mais c'est à peu près tout. Je crois que c'est extrêmement clair. Monsieur Creux, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité cet après-midi. On aura peut-être d'autres questions. D'ailleurs, vous avez mentionné, moi je ne veux pas approfondir sans la rapporteure parce que ce n'est pas tout à fait habituel. Vous avez mentionné que vous aviez aussi des recommandations. Moi, je vous encourage vraiment à nous faire parvenir aussi des éléments complémentaires et peut-être qu'on aura nous-mêmes des demandes de documents ou des questions sur ces différents sujets. Mais dans l'intervalle, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être venu. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.